Vous avez pris parti, on va dire, sur les traitements précoces. C'est là que je voulais en venir. Si en mathématiques, on peut faire une controverse, en mathématiques où les preuves sont incorruptibles, voilà. Bon, si en mathématiques où il n'y a pas de conflit d'intérêts, où il n'y a pas d'enjeu politique, et où bien entendu les preuves sont incorruptibles, imaginez ce qu'on peut faire en médecine. Imaginez ce qu'on peut faire en médecine. C'est ce que je dis toujours aux jeunes étudiants en médecine, qui sont là, qui répètent béatement leurs cours. Il faut une evidence-based medicine. Oui, bien sûr. Mais comme disait Gandhi, par exemple, quand on lui avait demandé « Que pensez-vous de la civilisation britannique ?» Il avait répondu « Ce serait une bonne idée. » Eh bien, l'evidence-based medicine, ce serait une bonne idée. Malheureusement, dans une médecine basée sur les preuves, quiconque contrôle les preuves contrôle la médecine. Et contrôler les preuves, c'est facile. Et les gens ne mesurent pas à quel point c'est facile de contrôler les preuves. Notamment quand les journaux sont cartélisés, par exemple. Quand on a, avec une loi de Pareto, 20% des journaux qui contrôlent 80% des publications. Et c'est même, en fait, pire que ça aujourd'hui. La cartélisation du monde éditorial de la recherche est bien pire qu'un rapport de Pareto de 20 à 80%. Donc quand on contrôle quelques journaux, on peut contrôler l'information. On peut faire en sorte que telle ou telle preuve soit dissuadée, qu'une personne qui voudrait publier une preuve sur l'efficacité clinique de l'ivermectine soit dissuadée. Et on l'a vu aujourd'hui. On a vu, des médecins ont témoigné, des chercheurs ont témoigné. Ils ont dit « Nous avons été activement dissuadés de soumettre telle ou telle preuve ». Donc on voit une asymétrie aujourd'hui qui est bien entendu corrélée à des conflits d'intérêts, what else ? Mais cette asymétrie, eh bien, elle vous permet d'avoir un certain contrôle sur la narrative. Je me rappelle notamment du cas avec CNN, où CNN, donc, qui appartient à Warner. Je veux dire, bon, c'est pas à, comme dirait Pierre-Yves Rougeron, c'est pas à Sam le Pirate ou à Bugs Bunny de me dire ce qu'est une fake news. Mais CNN, qui appartient au Warner Group, effectivement, vous dit l'ivermectine est un vermifuge pour chevaux. Et ça, c'est magnifique. Si les gens n'ont pas été formés au fait que la vérité est dans la totalité, et ça, c'est le travail du journaliste. Le journaliste doit respecter le contradictoire et doit se rappeler que la vérité est dans la totalité. Il est tout à fait factuellement vrai qu'il est prescrit de l'ivermectine comme vermifuge pour les chevaux en médecine vétérinaire. Oui, c'est factuellement vrai. Mais un morceau de vérité n'est pas une vérité, pas plus qu'un morceau d'humain est un humain, pas plus qu'un morceau de bœuf est un bœuf. L'ivermectine est avant tout une molécule qui a été découverte par un prix Nobel de physiologie aux médecines, qui a une quinzaine d'indications cliniques minimum et qui, bien entendu, était indiquée chez l'homme avant d'être indiquée en médecine vétérinaire. Et quand on vous dit comme ça qu'elle n'est juste qu'un vermifuge pour les chevaux, eh bien on recadre la vérité d'une façon malhonnête. C'est une information incomplète. Oui, et du coup c'est un mensonge. C'est déloyal. Alors c'est un mensonge aggravé, c'est pire que déloyal, c'est un mensonge aggravé. Et on le sait depuis Lord Tennyson. Lord Tennyson disait « Le pire des mensonges, c'est la demi-vérité ». Le pire des mensonges, c'est la demi-vérité. Donc c'est un mensonge aggravé. Quand on prend un morceau de vérité, qu'on le recadre et qu'on lui enlève toutes ses proportions par ailleurs, on constitue le pire des mensonges possibles. Sur un autre chapitre, parlons un peu de la liberté d'expression en science. Ce matin, il y a eu, on va dire, sur les chaînes de télévision, une annonce du président Macron qu'il allait créer un observatoire contre le complotisme pour essayer de contrôler, on va dire, les fake news. Pour vous, c'est une bonne idée? Alors c'est évidemment une idée catastrophique puisque l'État français est un des plus gros producteurs de fake news. Et je ne parle pas du temps du nuage de Tchernobyl ou d'autres situations de ce genre, que ce soit par exemple, rappelez-vous les écoutes du temps du président Mitterrand. Il a fallu que des journalistes étrangers, je crois qu'ils étaient belges si ma mémoire était bonne, viennent le confronter à l'Élysée. Évidemment, il a menti, vous savez, alors, je vous rappelez de cette situation. Donc les journalistes viennent confronter le président Mitterrand, lui disent « Est-il vrai que vous avez mené des écoutes ?» Et Mitterrand dit « Je ne pensais pas que le débat tomberait aussi bas ». Il se lève et il s'en va. Qu'il a fallu que des journalistes belges viennent rappeler aux Français comment on fait du journalisme pour aller contredire la version officielle du pouvoir. Ce n'est pas possible qu'une organisation dont on sait qu'elle va parfois mentir ou publier de fausses informations, à savoir l'État français, s'offre le droit de vérifier ce qu'elle dit. Je veux dire, aux États-Unis, on a Snowden, on l'aurait accusé de fake news du coup. Si c'était l'État américain qui déterminait ce qui était une vraie ou une fausse nouvelle, eh bien Snowden, il aurait immédiatement dit « mais Snowden est un espion russe ». On n'a jamais espionné qui que ce soit, c'est pas vrai, la NSA n'a jamais espionné qui que ce soit. On ne peut pas confier l'enquête sur les fake news à quelqu'un d'autre que le citoyen français. Il faut un journalisme citoyen. Le pouvoir médiatique est un des pouvoirs les plus fondamentaux. Et encore une fois, c'est pour ça que Malcolm X disait « c'est le pouvoir le plus puissant ». Je pense qu'on a
pouvoir monétaire et pouvoir médiatique, on oublie de nous, parce qu'au XVIIIe siècle, évidemment, du temps de Montesquieu et de Voltaire, on ne se rendait pas forcément compte de l'importance du pouvoir médiatique et du pouvoir monétaire. Mais en plus de l'exécutif, du législatif et du judiciaire, on a le médiatique et le monétaire. Eh bien, le pouvoir médiatique et bien sûr le pouvoir monétaire doit revenir au peuple. Et donc, la seule entité qui est rigoureuse et qui est légitime pour vérifier les fake news, c'est le citoyen. Il n'y en a pas d'autre. C'est la raison pour laquelle je soutiens François. D'abord parce que, voilà, d'une part, les questions de harcèlement aujourd'hui, certes, m'intéressent, mais en même temps, j'y suis complètement immunisé. Et d'autre part, je sais qu'il faut un journalisme citoyen, que des médias comme François ne doivent pas être l'exception, ils doivent être la règle. Il faut qu'un maximum de citoyens vérifient, recoupent, échangent les informations, les discutent et les contredisent. La seule entité qui a le droit de déterminer ce qui est une fake news ou pas, c'est le peuple. Il n'y en a pas d'autre. Donc aujourd'hui, il faut nuancer. Les technologies aujourd'hui à RNM sont très prometteuses, notamment contre le cancer. Elles avaient plein d'autres prescriptions possibles. À commencer par pouvoir éventuellement, effectivement, redonner la vue à quelqu'un, voire même, demain, peut-être un jour, refaire marcher un tétraplégique. Il y avait plein d'applications possibles sur les technologies à RNM. Mais déjà, le fait qu'elles soient cartélisées, que très peu d'entreprises aient un contrôle total sur cette technologie, ça c'est mauvais. C'est quelque chose, c'est exactement comme pour les OGM en fait. Les OGM en soi sont pas mauvais, mais le fait qu'on ait 2-3 entreprises qui contrôlent 95% des semences mondiales, c'est catastrophique, géopolitiquement. Position dominante. Absolument. Cartélisation, trust. On a la même chose aujourd'hui sur les technologies. Et le rôle des régulateurs devrait être justement d'encadrer ce genre de pratiques. Absolument. Et essayer de les réguler. On voit bien qu'aujourd'hui, les régulateurs font pas leur travail, puisque j'ai pas vu de plainte antitrust contre Pfizer, j'en ai pas vu contre Moderna non plus. Donc aujourd'hui, l'immense majorité des scientifiques, enfin pas des scientifiques, des politiques, ne veut pas admettre qu'elle s'est faite berner, Regardez en Israël par exemple. Il y a beaucoup d'élus en Israël à la Knesset qui sont contre la 3e dose, qui disent c'est pas pour ça qu'on a signé. En plus, on voit des myocardites, en plus, on voit des morts. Et donc, nous, on n'a pas signé pour ça. Vous nous avez vendu un vaccin qui était soi-disant fiable à 92-95%. Il s'avère que c'est absolument faux. Et il s'avère que, de toute évidence, et on a les preuves aujourd'hui scientifiques, que vous avez sous-joué sa cardiotoxicité. Autant, et c'est là qu'on reparle du 2 poids 2 mesures, autant l'hydroxychloroquine, soi-disant, était cardiotoxique au plus haut niveau. Et donc, bien qu'elle ait été prescrite à plus d'1 milliard de personnes, elle allait tuer des gens en masse. De l'autre, on voit bien qu'il y a une cardiotoxicité réelle, actée. Je vous renvoie à Lord Zion aux États-Unis dans le cas du vaccin AstraZeneca. Et on l'avait aussi donc pour cette journaliste de la BBC qui est morte des suites d'une myocardite fulgurante. Eh bien, la BBC a reconnu que c'était à cause du vaccin AstraZeneca. Donc d'un côté, on voyait cette cardiotoxicité surjouée pour la chloroquine, sous-jouée pour les vaccins. On voit aujourd'hui des députés en Israël qui disent « Stop !» Stop, nous on était pour, on pensait bien évidemment que la vaccination avait un avenir pour un virus qui mute autant que le SARS-CoV-2, très bien, c'était votre opinion en âme et conscience et je le respecte, mais à l'aune des nouveaux faits, nous sommes obligés de reconnaître que nous avons eu tort. Effectivement, la majorité des gens n'est pas prête à accepter quand elle s'est faite berner, arnaquer. Et donc, on va avoir des gens dans les pyramides de Ponzi qui vont continuer psychologiquement à investir dans une pyramide de Ponzi alors qu'on leur a dit. Et c'est un phénomène psychologique sur lequel les bons marketeurs savent jouer. Mais c'est Charles de Gaulle qui l'avait dit, la Cour de cassation en France, la Cour suprême, c'est le peuple. Donc il faut davantage de journalisme citoyen, oui, il en faut, qui vérifie les faits, qui obtiennent le consensus. Quand on nous parle de consensus, c'est bien très bien. Ayons un journalisme citoyen qui va chercher le consensus sur certains faits. Après, moi, j'aurais aucun problème à ce qu'il y ait des amnesties. Je veux simplement qu'il y ait des instructions, des procès, et des condamnations s'il s'avère que les personnes sont coupables. Donc aujourd'hui, quand vous vous présentez ici, vous êtes un citoyen expert, quelque part. C'est ce qu'il faut. Donc vous voulez reconnaître l'expertise aux citoyens. Absolument. Et pas forcément au corps intermédiaire. Et c'est pas seulement l'expertise que je reconnais aux citoyens, c'est le pouvoir. En démocratie, le citoyen a le pouvoir. Et en démocratie représentative, comme en France, eh bien le pouvoir médiatique est total, puisque c'est lui qui peut faire ou défaire un candidat. On sait qu'un candidat qui passe le plus à la télévision sera élu. On le sait. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où cette règle a connu une dérogation dans l'histoire de la Ve République. Le candidat ou la candidate qui passe le plus à la télévision sera élu en France. C'est aussi simple que ça. Et on le voit avec Emmanuel Macron, qui a été vendu comme un paquet de lessive en faisant un maximum de couverture de journaux dans tous les sens. Le pouvoir médiatique est stratégique. Il est trop important pour être laissé à une presse milliardaire. On ne peut pas laisser un journal milliardaire faire l'opinion.
C'est à la presse populaire, citoyenne, que l'opinion doit appartenir.